Dans cet épisode, on reçoit le vainqueur de l'UTMB, celui qui a défié tous les pronostics. C'est parti. Qui a créé la sensation à Chamonix en remportant l'ultra trail le plus relevé du monde, Vincent Bouillard. Salut Vincent. J'imagine que tu dois être encore sur un petit nuage en ce moment et que tout doit te paraître assez irréel. Comment est-ce que ça va après toutes ces péripéties dans les montagnes autour du Mont Blanc ? Ouais, salut. Ça va pas mal. Écoute, déjà, physiquement, c'est plutôt bien. Enfin, mal aux jambes, mais sinon, ça va. Et oui, c'est vrai que l'impact médiatique et tout ce qui est au-delà on va dire, purement l'aspect sportif et d'accomplir la course, c'est pas les choses qu'on prépare dans le plan d'entraînement, on prend pas ça en compte. Mais bon, après, chaque chose en son temps et on essaye de profiter au maximum avec les proches qui sont là à Chamonix et par message ou visio avec ceux qui sont un peu plus loin. J'imagine, c'est vrai que ta vie, elle va changer en fait, là, tout simplement. Ta vie, elle va changer. J'imagine que tu vas essayer de garder ça sous contrôle, mais forcément, il y aura un après UTMB, ça c'est inévitable. Alors, tu as pris tout le monde un peu par surprise en remportant l'UTMB 2024. Jusqu'à cette course, finalement, peu de gens te connaissaient ton nom. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais aujourd'hui, ton nom est l'un des plus tapés sur Google à l'heure actuelle. Et justement, moi, j'aimerais qu'on prenne le temps de te découvrir, de savoir un peu qui tu es. Tu as 31 ans, tu vis à Annecy et tu travailles comme ingénieur produit chez Oka. Alors, on devine évidemment ta passion pour le sport, parce que si tu gagnes l'UTMB et que tu travailles dans une marque de sport, j'imagine que tu as une petite appétence pour ça. Mais est-ce que tu as toujours été trailer ou est-ce que c'est une discipline que tu as découvert il n'y a pas si longtemps ? Non, je dirais sans hésiter que j'ai toujours été trailer, dans le sens où j'ai grandi à Annecy et dans les alentours. Et en fait, je pense que mes parents avant moi et avant eux, mes grands-parents étaient pratiquants de trail avant que le sport existe. Que ça soit en marchant ou en courant, pas forcément pour mes grands-parents, mais en tout cas à être juste dehors sur les chemins. Et ouais, il y a des courses sur lesquelles je me souviens avoir été avec en famille, juste voir mes parents qui n'ont jamais été à fond dans la compétition, mais juste pratiquants en général, enthousiastes, passer du temps dehors. Et je pense que c'est pas jusqu'à arriver à un âge adulte où j'ai pris conscience que c'était pas forcément la norme pour tout le monde de tous les week-ends à passer dehors. C'était normal, en fait. Ouais, c'est normal en fait, on va juste en montagne et voilà. Donc non, le sport est vraiment quelque chose, et notamment le sport, le trail et la course à pied, dans lequel j'ai été bercé depuis pas tout mon plus jeune âge, mais pratiquement. Ouais. Tu avais des parents sportifs en tout cas. Ouais. C'est une des choses qui... J'ai mis quelques années à réaliser qu'ils étaient vraiment sportifs par rapport à la norme. Moi, je dis non, ils font juste du sport, mais ils sont pas sportifs. Ouais, c'est marrant comme quoi cette notion de norme peut être très aléatoire en fonction de l'histoire des uns et des autres. Alors, j'ai fouillé un petit peu quand même sur Internet pour en savoir un peu plus sur toi, je pense comme beaucoup de gens. Et j'ai découvert que tu étais passé par l'école d'athlétisme, notamment le 3000 mètres steeple. Yes. Une discipline déjà dans le dur au mal. Hein. T'aimais bien un peu complexifier les choses. C'est ça. T'as fait de l'athlé alors, c'est ça ? Ouais, un peu comme François Daen, d'ailleurs, la même discipline que François, le 3000 mètres steeple. Alors François a fait moins de 9 minutes, je crois. L'athlé, alors j'ai toujours été... L'athlé, c'est le sport... Il n'y a plus beaucoup de sports que je regarde à la télé. J'ai eu cette phase, mais c'est plus trop le cas. L'athlé, par contre, je regarde tout. T'as suivi les JO, là ? Ouais, avec ma femme, on a regardé l'intégralité des JO, les Olympic Trials aux US aussi. On connaît tout sur tout, tous les athlètes. Et ouais, l'athlé, en étant plus jeune, c'était... je pense que si j'étais enfant, l'UTMB n'existait pas sous la forme qu'il existe aujourd'hui, donc j'avais pas le rêve de gagner l'UTMB. Par contre, je voulais être champion olympique du 1500 mètres. Quoi. C'était 1500 mètres en plus, ouais. Ok, ouais, donc vraiment pistard. Ouais, j'avais absolument pas le niveau pour ça, et je pense que je me suis découvert de plus en plus la passion que j'avais pour l'effort et l'entraînement. J'ai eu une relation un peu plus compliquée avec la compétition sur la piste parce que je pense que avec le recul, je me dis j'avais mettais juste pas assez de choses en place d'un point de vue entraînement et je m'entraînais beaucoup trop par rapport à mon niveau surtout. Et donc c'est de fil en aiguille, d'année en année, j'ai pris de plus en plus plaisir à construire des projets plus long terme sur de la plus longue endurance aussi, parce que je pense que c'est des choses qui me correspondent mieux et dans lesquelles je prends plus de plaisir. Est-ce que tu penses que ça t'a... On va parler justement un peu de ton profil et de tes qualités. Est-ce que tu penses que ça t'a apporté cette école de l'athlète ? Est-ce que tu penses que ça t'a apporté un plus aujourd'hui ? Ouais, je pense que l'école de l'athlète, c'est une superbe école pour plein de types d'efforts, mais le fait de... Je suis pas passé par les années les plus jeunes. J'ai commencé l'athlète en club, j'étais déjà au lycée. Moi, en
étant plus jeune encore, c'était le judo, mon sport au départ. Mais non, l'athlé, je pense que c'est une super école de formation pour comprendre pas seulement où sont les qualités chez les individus, mais aussi surtout qu'est-ce qui plaît, quoi. Qu'est-ce qu'on a envie de faire, pour quelle discipline on a envie d'investir plus de temps et d'efforts dans une optique non seulement de performance, mais aussi juste de prendre du plaisir. Alors, je vais te poser une question, justement, dans le but aussi de faire un petit peu... Ça va faire un peu entretien d'embauche, je sais pas, on va éviter ça. Mais voilà, il faut quand même qu'on fasse connaissance et qu'on en sache un peu plus sur toi, parce que tout le monde est très curieux. Comment est-ce que tu te décrirais en tant que trailer, Vincent? Selon toi, tes principales qualités, tes forces sur le terrain, et peut-être aussi les aspects un peu plus techniques que tu dois où tu dois encore t'améliorer. Je pense que cette année, elle était particulièrement intéressante de ce point de vue-là, parce qu'après avoir vécu aux États-Unis, c'est en gros, grosso modo, 5 dernières années, même si je suis au courant et je sais, et on a eu la chance de pouvoir revenir de temps en temps, que les terrains est différent ici, je me suis quand même déshabitué à quel point les chemins sont techniques par là. Et je pense que ça, combiné au fait que je viens de l'athlé et de la course sur route, et du coup j'ai un profil de coureur que peut-être d'autres profils dans le trail n'ont pas, j'apprécie, et c'est ce qui m'a... là où j'ai essayé d'en profiter sur cette UTMB, c'est toutes les parties roulantes où du coup c'est un peu plus vraiment de la course à pied, où la possibilité de dérouler sa foulée, c'est intéressant. Mais après, ce qui me plaisait beaucoup dans la préparation de cette course, c'est que l'UTMB, c'est un parcours où il y a un peu de tout. Et la Maxi Race, c'est aussi vrai. La Maxi Race à Annecy que j'ai pu faire au mois de juin. Mais c'est intéressant dans cette discipline, parce qu'une phase de course où on est en marche bâton, en montée, en descente technique, ou alors sur une période de plat ou long plat descendant où il faut courir, c'est des physiologies qui sont complètement différentes. Et je sais pas, j'espère pouvoir continuer à identifier mes faiblesses, mais essayer de combler pour être assez polyvalent, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et justement, tu parles des États-Unis, ta particularité. C'est aussi une des raisons pour laquelle on te connaît un petit peu moins en France. C'est que tu as vécu, je crois, en Californie, c'est ça Ouais, alors moi, donc quand j'ai déménagé aux États-Unis, j'ai emménagé avec ma compagne Camilla. On était en Californie, juste au nord de Los Angeles, sur la côte californienne, à Ventura. Et à 2 ans après que j'ai déménagé, on a bougé un peu plus au nord. On était à Portland, dans l'Oregon, parce que professionnellement, j'ai eu une opportunité avec Oka qui s'est créée là-bas. Donc à la fois les deux sur la côte ouest, mais à différentes latitudes. Alors c'est vrai qu'on te compare souvent avec Jim Wemsley, parce que Jim aussi, c'est des grosses qualités de vitesse. C'est aussi, voilà, on sait qu'il est passé un petit peu par la route. Il a aussi c'est un athlète qui est extrêmement complet. Je crois aussi que tu as travaillé pour Jim, puisque tu développes les chaussures chez Oka, on en reparlera tout à l'heure. Tu as aussi fait son assistant, les gens ne le savent pas, mais vous êtes copains et vous vous entraînez peut-être même ensemble, non? Tu peux nous dire quoi sur ça? Ouais, alors c'est pas souvent qu'on a été on n'a jamais été voisins, donc l'entraînement ensemble, c'est par intermittence, mais ouais, on est avec Jim, on s'est rencontrés ma première année avec Oka, donc c'était en 2016, et c'était juste au moment où il finalisait son premier contrat avec la marque. Et donc on s'est retrouvés, première fois qu'on s'était rencontrés, il était dans une conférence organisée au siège de Oka en Californie, et je pense que j'étais le seul dans le groupe de footing le matin qui savait absolument pas qui Jim Wemsley était. Et peut-être que c'est une des raisons pour laquelle on a assez bien connecté, parce que lui, ça allait bien de discuter de manière assez brute et transparente, sans les prémices de tout le monde parlait de lui, et c'était déjà la pépite montante du trail. Et ouais, d'année en année, on a pu faire pas mal de vacances ensemble avec Camilla, avec Jess. Et c'est sûr que c'est un parmi d'autres des mentors et des personnes qui m'ont inspiré dans la pratique de ce sport, ouais, carrément. Hyper intéressant. Alors, on va parler un petit peu de ta course maintenant qu'on a fait connaissance. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, donc voilà, on est obligé un petit peu d'aller vite, mais je suis sûr qu'on aura d'autres occasions de te recevoir un peu plus confortablement dans le podcast. Mais déjà, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, du coup, l'avantage de ne pas être un peu sous les radars, c'est qu'on a un petit peu moins de pression. Est-ce que toi, dès le départ de la course, tu savais que tu pouvais non seulement rivaliser avec les leaders, mais aussi peut-être les battre, ou tu as été le premier surpris par ton état de forme? Alors, il y a deux parties dans la question. Je pense que j'étais pas complètement surpris vis-à-vis de mes allures, puisque c'était pas complètement hors norme par rapport à ce que j'estimais.
Par contre, c'est clair que je ne pouvais pas anticiper comment les autres allaient performer et à quelle vitesse la course allait partir. Je m'attendais presque que ça parte un peu plus vite. Et je pense que la partie où je me sentais vraiment bien, c'était donc la montée au col de la Seigne, où j'ai rattrapé pas mal de monde. Mais je ne me suis pas mis dans un état d'esprit où je veux vraiment rattraper la tête de course et je veux être aux avant-postes. J'étais juste un peu comme si je me mettais en pilote automatique sur quel est mon rythme de croisière, qu'est-ce qui me convient à moi comme rythme. Et du coup, la surprise, elle est venue dans le fait que je rattrapais du monde et que j'étais vraiment à l'aise dans mon rythme, quoi. Et du coup, quand je suis revenu sur le groupe de tête, hormis Jim qui était encore devant à ce moment-là, j'ai eu la sensation par rapport au rythme que j'avais, la sensation de ralentir un peu et de faciliter en étant avec ce groupe. Et c'est là où je commençais à me dire, ah oui, en fait, je me sens quand même vachement bien. Et en fait, ce qui est excitant pour moi de prendre le départ de cette course, c'est que j'avais fait un 100 miles l'an dernier, mais avec beaucoup moins de dénivelé, donc l'entraînement était différent. Et donc là, j'ai pas de coach, donc c'est moi qui définis un peu mon entraînement. Donc il y avait une grosse part d'inconnu. Est-ce que j'ai fait suffisamment? Est-ce que j'ai fait les choses bien? Est-ce que j'en ai fait trop? Non, c'était cool de voir que ça a plutôt bien fonctionné. Oui, effectivement, ça a plutôt bien fonctionné, comme tu dis. Alors, tu disais tout à l'heure que avec la compétition, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, je t'avais vu déjà parce que j'étais sur la Maxi Race. Tu avais pris aussi les commandes de la course. On ne te connaissait pas, on se disait, bah voilà, il y a toujours, c'est comme à Saint-Gervais, c'est souvent, il y a toujours des jeunes coureurs, donc on t'a un peu, je vais pas dire, sans vouloir faire t'offense, mais il faut, c'est quand même, on s'est dit, bon, est-ce que ça va tenir? On mettait pas cher sur ta peau, quoi. En tout cas, ça c'est évident. Néanmoins, à un moment donné, t'étais toujours là, on s'est dit, bon, on va quand même essayer de savoir un petit peu qui c'est. Moi, je me suis renseigné, j'ai vu aussi ton profil UTMB, j'ai vu que tu avais quand même gagné quelques courses. Donc là, je pense que tout le monde, au bout d'un certain temps, on s'est dit, bon, c'est quand même pas, c'est pas quelqu'un qui vient faire des photos et être devant pour épater les copains à la machine à café. Ça a craqué à ce moment-là, mais tu as quand même tout de suite. Tu t'es tout de suite quand même senti. Il n'y a pas de problème de confiance en toi. Moi, c'est l'impression que j'ai. En tout cas, tu t'es dit, maintenant, je suis ici, j'ai les capacités et vous allez. Il n'y avait pas cette période un peu. En tout cas, c'est ce que je perçois. Il n'y avait pas cette période de doute. En tout cas, j'ai l'impression que tout de suite, tu as eu beaucoup de confiance en toi. Ouais, je pense que j'essaie vraiment psychologiquement de me détacher du fait. Oui, c'est une compétition et effectivement, il y a des grands noms de la discipline, du sport, mais que ce soit à la Maxi ou là sur l'UTMB, j'essaie vraiment de me focaliser sur moi, ma course, mon rythme et comment je me sens. Et si ça m'amène en tête de course, le fait que je fasse pas énormément de compétition par rapport à plein d'autres athlètes et athlètes pros fait aussi que j'ai moins de références par rapport à ces gens-là. Et du coup, j'essaye d'un peu de me détacher en me disant, par rapport à ce que j'estime être une allure raisonnable vu mes entraînements et vu ce que je fais à l'entraînement, c'est pas complètement... si ça me met en tête, on verra quoi. Mais en fait, il n'y a pas de timidité en tout cas face au leader. Non, pas trop. Et puis c'est un peu l'approche que j'avais aussi là pendant la course, pendant la nuit, où me dire pour l'instant je suis en tête et ok, je repars de Courmayeur en tête. Si je prends quelques minutes dans les prochaines heures qui arrivent, tant mieux, c'est des minutes de prise. Si ça se trouve, ça va aller beaucoup moins bien dans quelques heures et je serais bien content d'avoir un peu de fauteuil quelques minutes, tant que je suis pas de me mettre dans le rouge, quoi. Tant que moi ça me va en rythme, si ça me met en tête. Bon, en tout cas, moi j'ai suivi ta course et justement, les conditions étaient particulièrement rudes cette année. Beaucoup de grands noms ont souffert. Il y en a même qui ont pas mal abandonné. Toi, comment tu as vécu ça? Parce que je t'ai vu de l'extérieur. Tu étais l'un des plus lucides. Tu prenais le temps de te ravitailler, tu faisais attention. Tu m'as semblé dans un état de fraîcheur extrêmement, extrêmement impressionnant. Toi, comment tu as vécu cette course de l'intérieur qui a fait de mal, qui a cassé un peu les jambes et la tête à beaucoup de coureurs? Il y en a beaucoup qui sont cassés les dents en 2024. Ouais. Ce qui est paradoxal avec l'UTMB, c'est que c'est la première fois que je prenais le départ, mais par contre, je suis venu autour de cet événement un grand nombre de fois. Et du coup, même si je l'avais jamais couru, je connais ce parcours très très bien, juste de connaître le profil, toutes les sections, les temps de référence, etc. Et donc, j'avais vraiment la sensation d'exécuter un plan et une stratégie qui a été peaufinée. Et alors, ça s'est bien passé, donc c'est toujours plus facile quand ça se passe bien. Hein, mais honnêtement, au niveau des conditions, à part sur la fin de course pour la tête de course évidemment, parce que là il y en a plein qui doivent souffrir de la chaleur. Là nous sur la fin de course on a commencé à avoir vraiment chaud. Pour moi c'était dans la flégère et pour d'autres peut-être un peu plus tôt. Mais sinon dans la nuit, moi j'ai pas mis de veste, on était en t-shirt toute la nuit. Et il y a des années à l'UTMB c'est beaucoup plus compliqué. Quoi. Les variations de température sont bien plus extrêmes. Tu peux avoir froid. Ouais. Donc de ce point de vue là, je pense que c'était quand même plutôt facile le niveau météo. Mais après, ça reste gérer la nuit, ça fait quand même des fluctuations de température, même si elles sont moindres.
Alors, tu termines avec un temps impressionnant de 19h54-23. Donc, deuxième Français à passer sous les 20 heures sur le parcours officiel. Voilà, pour ne pas faire offense à François Daen. On sait que tu as aussi été ralenti par un point de contrôle d'équipement, je crois. Ça a beaucoup fait parler, d'ailleurs. On voit aujourd'hui même dans la presse, il y a un peu une polémique, mais en tout cas, bon, voilà, ça parle pas mal. Ce chrono-là de moins des 20 heures, c'est pareil. Est-ce que tu en es surpris? Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire encore mieux? Pourquoi pas peut-être le record? Est-ce que tu avais le record dans les jambes? Parce que c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Finalement, s'il n'avait pas été arrêté, voilà, c'est quoi ton regard par rapport à ça? Parce que c'est ce qui se dit. Non, j'avais pas le record en tête. Enfin, à l'abord de cette course, même l'optique de jouer la gagne, c'était l'objectif A+++++, et c'était vraiment juste, bon, c'est une course, donc le but c'est de gagner, mais j'y allais pas, j'avais plein d'autres objectifs, niveau d'objectifs, et clairement le record, c'est juste vraiment sur la fin, où, en fait, c'est drôle, parce que sur la montre, je commençais à faire dérouler les écrans, et je dis, ah mais en fait là, il reste combien de temps, combien de distance et de dénive, et c'est quelle heure? Ah oui, ok, ça va faire ça comme chrono. En fait, je commençais à réaliser quel type de chrono j'allais faire. Et cet arrêt, est-ce qu'il t'a vraiment handicapé? Non, l'arrêt, pour revenir là-dessus, non, je pense que... alors, j'ai fait toute la course jusqu'à Vallorcine avec cache flasque sur moi, tout le temps. Plus, j'avais un Ziploc hermétique qui fait office de contenant de liquide, parce que le règlement stipule qu'il faut 2 litres de contenance liquide. Et j'ai fait l'erreur qui m'a coûté, parce que j'étais en borderline déshydratation dans la montée de la Flégère. J'ai oublié une de mes flasques au ravito. Ce qui fait que j'avais 3 flasques et non 4, mais j'avais ce Ziploc qui, c'est marqué nulle part dans le règlement que ça ne fait pas office de contenant. Je pense que c'était un peu bizarre la manière et le timing dont ça a été apporté. C'est-à-dire, tu peux préciser? Non, c'est juste que... Tu penses qu'on a fait exprès de t'arrêter, c'est non, ça? Non, pas du tout. Je pense que le commissaire de course fait son travail, et j'ai énormément de respect pour toute l'organisation, y compris un grand nombre de bénévoles. Et non, c'est sa fonction de contrôler le matériel. Il a peut-être eu une information que d'autres n'ont pas eu. En tout cas, moi, j'avais pas du tout eu l'information que des Ziplocs, ça peut pas faire office de contenant. Tant que c'est hermétique et que ça peut contenir de l'eau, voilà, pourquoi une gourde serait plus parce que voilà, c'est la forme qui change finalement, mais la fonction est la même. Et après, en toute transparence, je lui ai même expliqué, je lui ai dit, j'ai couru jusqu'à Vallorcine avec mes 4 flashs, j'en ai oublié une, voilà. Et en fait, t'as perdu combien de temps sur ça? Non, j'ai vraiment pas. On se compte même pas. J'en sais rien, peut-être 1 minute ou 2. Mais d'accord, ok. Oui, ça reste un petit fait de course. C'est beaucoup de bruit pour rien finalement. Oui, je pense vraiment que. Après, c'est plus que tout de suite, il a prononcé les mots pénalité ou disqualification. Et là, j'ai dit. Okay, bon, je vais finir la course. C'est vrai disons qu'il y a c'est vrai que sur l'ITMB, on va dire qu'ils prennent leur rôle à cœur, certains. Oui, voilà, pour. Ça se comprend. Si on avec les ambitions de l'organisation de devenir la course qu'elle est déjà devenue, en référence dans ce sport, c'est normal que le règlement devienne de plus en plus sérieux, qu'il y ait des officiels qui contrôlent. Donc moi, j'ai énormément de respect pour tout ça. Alors la dernière chose qu'on peut faire, c'est jeter la pierre à des gens qui donnent de leur temps pour participer à construire ce sport. Parce que la personne, en l'occurrence, honnêtement, non, moi j'ai énormément de respect pour le fait qu'elle passe la majorité de son week-end en poste à droite à gauche, à la Flégère, pour cette personne en l'occurrence. Donc non, j'ai aucun souci là-dessus. Et surtout avec les accidents qu'on a vus, il y a évidemment que ça, il faut prendre ça en compte, parce que voilà, c'est quelque chose qui... dès que ça touche à la sécurité, de toute façon, c'est toujours plus compliqué. Exactement. Une fois que tu as franchi cette ligne d'arrivée, moi, c'est la question que je me pose quand on arrive comme ça. Qu'est-ce qui t'a passé par la tête? À quoi on pense? Comment on se sent à ce moment-là? Tu peux nous dire, revoir un peu cette ligne d'arrivée et nous dire un peu qu'est-ce qui se passe dans la tête de Vincent? C'est un peu le titre du podcast à ce moment-là. Alors, ce qui est assez étrange, c'est que je me suis un peu interdit de penser à ça pendant tout le long de la course. Parce qu'il y a eu des périodes où je pense que les pensées, en le laissant aller au milieu de la nuit, quand on est tout seul dans le Val Ferret, je commençais à avoir un peu et si j'arrivais à maintenir cet effort, et si j'allais au bout. Et en fait, je m'interdisais de penser à ça. Je me dis, il faut que je reste concentré sur chaque mètre qui arrive, sur toutes les sections une par une. Et du coup, en arrivant, j'étais presque un peu trop psychorigide par rapport à ça. Et c'est comme si... je pense qu'il y a eu ça et le fait que j'ai quand même... j'ai vraiment eu un passage j'avais pas assez d'eau avec moi dans le montée dans la Flégère. Donc ça, plus la chaleur, je sais pas. Je pense que par rapport à ce que je pouvais imaginer... Ouais, c'est comme si j'étais... même là, ce matin, en regardant des messages, j'ai revu du coup des images, des photos.
Et c'est comme si j'ai vécu le truc, c'était un moment unique et c'est un rêve complètement qui devient réalité. Je saurais même pas décrire immédiatement. Là, la sensation immédiate, c'était c'est d'aller au bout de ce défi de fou et d'avoir Camilla, d'avoir tant de monde, des membres de la famille qui étaient là sur la ligne d'arrivée, mais aussi plein d'amis, des collègues de travail, tout ce monde-là réuni, et puis évidemment les milliers de personnes dans les rues. C'est de la folie. Ouais, on ne peut qu'essayer d'imaginer ce que tu as dû ressentir, mais ça devait être complètement dingue. Alors, on ne peut pas se quitter, hein, on a encore quelques minutes, on ne peut pas se quitter sans parler d'entraînement, parce que voilà, il y a quand même beaucoup de passionnés qui nous écoutent. Et comme tu as un visage encore relativement nouveau, je pense que dans le monde du trail, beaucoup de gens un peu se demandent ton approche un peu de l'entraînement. Tu nous as dit que tu n'avais pas de coach. Alors moi, j'aimerais quand même un peu rebondir sur ça. C'est quoi ta philosophie justement en matière d'entraînement pour voilà, comment est-ce que tu t'organises? Comment est-ce que tu construis ton plan d'entraînement? Tu es ingénieur, donc j'imagine que tu dois aussi un peu bidouiller. Comment ça se passe? Je pense que ça commence toujours par une conversation avec les personnes qui nous entourent. En l'occurrence, moi, c'est avec Camilla, de dire voilà le projet, qu'est-ce que tu en penses? Je suis pas sûr de vouloir me lancer à fond dans ce projet UTMB. Et ça, souvent, ça demande elle qui me dise non mais tu rigoles, allez, on y va à 200 à l'heure et c'est parti. Et ça, pour moi, c'est vraiment le plus important parce que s'il n'y a pas le cadre dans qu'est-ce que ce soit, pardon. Ce qui compose un quotidien, c'est bon, il peut y avoir des contraintes professionnelles, il y a des choses qu'on fait dans notre vie, juste nos relations sociales, il y a des relations familiales. Et l'entraînement, ça demande du temps avec les heures qu'on y passe, mais il y a aussi plein d'autres choses qui sont la récupération. Il faut avoir le bon état d'esprit pour mettre des heures de qualité. Et pour moi, c'est vraiment super important d'être sûr que l'équation, elle rentre avant de se lancer dans n'importe quel gros bloc d'entraînement. Donc ça, c'est vraiment juste pour le préambule de dire est-ce que ça va rentrer ou est-ce que clairement, il y a quelque chose qui ne tient pas du tout et il faut revoir un peu la balance. Et après, je pratique d'autres sports, notamment le vélo, pas mal. Et je suis bien fan de l'entraînement croisé. Et donc, je pense que pour un entraînement type UTMB, il y a une base d'endurance qui est très importante. Donc, l'hiver, ça peut se faire à ski, à vélo un peu toute l'année aussi. Puis bon, là, ça fait 2 ans que j'essaye d'avoir une approche un peu plus type ingénieur et mathématique sur un nombre d'heures ou un nombre de kilomètres ou dénivelé objectif. Et après, de construire des progressions assez régulières et assez précises jusqu'à ces cibles de volume pour éviter les blessures. Parce qu'en fait, si tout rentre dans l'équation et qu'on arrive sur la ligne de départ sans se blesser, il y a déjà une bonne chance que ça se passe bien. Comment tu gères justement l'équilibre entre volume, intensité, dénivelé dans ton plan d'entraînement? Est-ce que tu peux nous partager peut-être quelques semaines type et un peu tes ordres de grandeur en matière d'ordre d'entraînement, de volume, d'intensité? Voilà, si on est un petit peu curieux. Ouais. Je pense que le fait aussi que j'ai fait de l'athlé plus jeune et que je continue, j'aime bien aussi les entraînements plus intenses, j'essaie de garder à minima une séance d'intensité par semaine. Donc tu fais de la piste un peu par exemple, ou tu vas faire le trek? Là, dans l'optique UTMB, il n'y a pas eu beaucoup de courses à plat. Hein. Ça a été, quand même, tu vas aller sur des petites côtes, des choses comme ça. Ouais, ça a été, en gros, en me fixant des objectifs de dénivelé, par exemple, je calque sur le profil type de la course. Et donc, mathématiquement, ça ne laisse pas beaucoup de place pour faire des kilomètres à plat. Parce que si j'ai un objectif de mètres de dénivelé à faire dans la semaine et que j'ai aussi un objectif de distance, si je fais des kilomètres à plat, je vais devoir faire encore plus de dénivelé sur les autres sorties. Donc, c'est compliqué. Mais ouais, non, j'essaie de garder au moins une séance d'intense par semaine pour continuer à faire monter le cardio et pas être dans une monotonie. Parce que d'autant plus en allant sur le long et à faire beaucoup d'heures, ça peut devenir monotone, quoi. Et pour moi, il y a vraiment un aspect, il faut que ça soit agréable, il faut que ça soit varié. Et en termes de volume par kilomètre ou dans l'entraînement, je ne sais pas comment tu calcules ça. Alors avant, on parlait beaucoup en heures, maintenant les trailers parlent quand même en volume. Ouais, moi, la plus grosse semaine que là j'ai fait dans le bloc UTMB, c'était 180 km avec 11 000 de dénivelé, je crois. Ouais, donc c'est pas mal. Ouais. Mais c'est à peine plus que l'UTMB. Ouais. Hein. Donc en fait, c'est beaucoup. Mais t'as fait ça en combien de temps? Sur une semaine. Sur une semaine d'entraînement, ouais. Sur une semaine. Donc, une de ces semaines, c'était la reco à Chamonix. Mais en fait, même ces semaines-là, je gardais un jour sans course à pied et je faisais du vélo. Donc en fait, il y a aussi...
Ouais, il y a un équilibre à trouver. Et moi, ce qui a vraiment changé, je trouve, ces dernières années dans l'approche de mon entraînement, c'est accepter qu'il faut anticiper bien en amont pour construire une base de volume. Et par exemple, ma progression de volume d'entraînement pour cette UTMB, elle a commencé en décembre l'année dernière. D'accord. Et j'ai augmenté vraiment petit à petit, pour éviter tout risque de blessure ou de choc pour le corps. Alors, tu as 31 ans, tu es quand même jeune, tu n'as pas d'entraîneur. Comment tu te documentes? Est-ce que tu vas voir des athlètes? Est-ce que tu vas te renseigner sur des études, des livres, peut-être des podcasts que tu écoutes? Voilà, tu dois forcément t'alimenter, et surtout si tu es ingénieur, je sais que vous êtes très friand de ça. Comment tu vas chercher l'information en fait? Ouais, mais il y a plein de ressources qui existent et qui sont fascinantes, que ça soit dans des livres qui ont été écrits. Tu peux partager quelques titres? Christophe m'avait offert un livre il y a quelques années déjà qui... T'en souviens, non? Et partage, les auditeurs sont friands. Après, c'est juste un livre que j'ai eu depuis longtemps, donc je pense à ça, mais c'était... je me souviens plus des deux auteurs. Donc, un des auteurs est Guillaume Meillet, c'est le livre de Comment réussir son UTMB. C'est juste drôle pour l'anecdote parce que j'ai eu ce livre, on a eu dans la bibliothèque depuis longtemps. A priori, il marche. Non, mais c'est juste drôle parce que c'est pas, c'est ni, plein de références différentes, mais en fait piocher plein d'informations, que ça soit des livres, que ça soit des articles de blog, que soit des athlètes, soit des coachs vont publier. Il y a de plus en plus de matières qui existent et qui sont des sources d'informations formidables. Le coach de ma compagne, Camilla, qui est Mario Freire, qui est un coach américain, il a une newsletter hebdomadaire où il partage aussi des avis qu'il a lui en tant que coach, mais aussi des références qui existent. Il y a vraiment énormément de choses qui existent en termes de données, de publications scientifiques sur l'entraînement. C'est assez fascinant. Bon, justement, avant de se quitter, parce que je sais que tu as attendu, je voulais te faire une petite surprise. On va accueillir tout de suite Christophe Bonneau, t'en parlais, qui est l'un des cofondateurs de Oka. Là, c'est les marques à qui. Je crois que c'est ton patron aussi. Donc on peut l'accueillir tout de suite. Salut Christophe, merci beaucoup de t'être rendu disponible. Avant que tu vas rester un petit peu avec nous, mais avant que Vincent parte, je crois que tu es un petit peu responsable de son goût pour l'ultra-distance et que c'est un peu toi qui l'as plongé dans la marmite avec, je sais pas, je crois qu'il y a une petite anecdote autour de tout ça. C'est ce qu'on m'a raconté. Alors j'aimerais en savoir un petit peu plus clair. Je crois qu'il y a un dossard pour une course ultra-distance dans l'histoire. Voilà, j'ai pas le début, j'ai pas la fin. Est-ce que tu peux m'aider à en savoir un petit peu plus clair? Moi, j'ai fait que mettre du sel ou du sucre pour assaisonner, c'est tout. Mais l'anecdote dont tu parles, c'est effectivement... Vincent, on commence l'aventure ensemble, à se connaître en 2016. Donc, il rentre en stage chez Oka. Et assez vite, moi, je fais ça à ma vitesse, c'est-à-dire très en escargot et prudemment. Mais je suis quand même bien adepte de défis au long cours. Et on parle de ça. Puis je voyais qu'il avait des étincelles dans les yeux. Et vient le moment où il y a une épreuve qui se crée sur Annecy qui s'appelle le Halsman, qui est un triathlon format Ironman, mais très relevé, exigeant. Et j'avais envie de le faire. Et je lui en ai parlé un peu dans le vide comme ça. Et puis finalement, au mois de juillet, c'est son anniversaire, je lui ai offert un dossard pour ce triathlon, en même temps que j'avais pris le mien. Et il m'a regardé à la fois de travers et en même temps, il a dit « OK ». Donc on a vécu ça ensemble. Et de toute façon, je sentais que c'est un peu dans nos parcours, les uns les autres, on a des gens qui, à un moment, ont peut-être... nous amènent un stimuli ou une petite décision déterminante qui nous font... passer à d'autres choses, mais Vincent il est responsable de son parcours tout seul et moi j'ai juste contribué des fois à lui lancer quelque chose. Il citait le livre, c'est des petites anecdotes, mais en fait tous on se nourrit de ce que d'autres peuvent nous apporter ponctuellement. Tu voulais réagir, Vincent? Ce qu'il a pas précisé, c'est que mon anniversaire est fin juillet, la course c'était le 1er octobre. Ouais. ça fait un peu léger pour voilà, ça fait un peu léger pour la préparation. Comment, avant de se quitter, dernière petite question, comment tu vas retourner travailler là lundi? Comment ça va se passer à la machine à café chez Oka? Comment tu vois les choses un peu pour la suite? Je peux me prononcer moi. Demain matin. Est-ce qu'il va avoir sa journée quand même de récup? Voilà, est-ce que Oka va quand même lui laisser son lundi peut-être que... On n'en a pas parlé, mais moi je vois bien la chose que demain on fait une réunion pour faire un peu le bilan UTMB sur les produits.
on met Vincent du côté de la table où il écoute et je vais lui demander, on va faire la synthèse de ce que les athlètes élites pensent, mais il n'a pas le droit de mettre ce qu'il a ressenti lui dedans. Ça serait logique. Oui. Je dis ça en rigolant. Hein, oui, j'imagine, parce que ce serait quand même dommage. D'abord, lundi, j'espère bien qu'il ne va pas travailler. Mais ceci dit, on a quand même déjà des choses calées mardi et en fait, ça va embrayer, mais je pense que ça va lui faire du bien. Parce que c'est à la fois magique, le tourbillon médiatique et tout ce qui suit la victoire, mais je pense que c'est aussi, c'est quand même une déferlante, quoi. T'es pas sur les réseaux justement, ton compte Instagram, il est tu en as un, mais il y a rien qui publie. Tu vois comment un peu tout ça, cette agitation médiatique. Comment tu vois les choses toi pour la suite? Ouais, j'aime bien dire que je prends une chose à la fois et que si tu disais que la vie change avant et après la victoire, mais d'une façon oui, mais d'une autre façon non, pas obligé, quoi. Tant que j'ai pas de mon contrat de travail avec Oka, c'est pour mon activité en tant qu'ingénieur, c'est pas pour mon activité en tant qu'athlète. Donc on va discuter de comment justement on peut mettre en place peut-être quelque chose qui n'existe pas forcément, parce que je crée quelque chose qui est en général, c'est quelque chose de nouveau. Et pour moi, ce qui est intéressant dans ce genre de conversation, c'est potentiellement ouvrir la voie à d'autres. S'il y a d'autres jeunes athlètes qui aspirent à mener de front une carrière professionnelle et une carrière sportive, si ça peut servir à bâtir des fondations pour quelque chose comme ça peut être intéressant. Ouais. Merci beaucoup. Alors Christophe, tu restes avec nous. On va parler un peu d'Oka, l'histoire de la marque. Tu vas nous dire tout ça rapidement. Merci infiniment, Vincent. On te laisse. Je sais que tu as attendu. Bon, je pense qu'on peut tous l'applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors Christophe, on a encore un petit peu de... Tu dois partir maintenant ? Il y a la remise des prix qui arrive. Ouais. Après, je ne monte pas sur le podium, je monte pas sur le podium, mais j'ai quand même besoin d'y être. C'est à 4h, t'inquiète pas, on est juste à côté. Ça commence jamais. Moi, je cours pas aussi vite que lui. Moi. Alors Christophe, tu étais présent au tout début de Oka, dans la création de cette marque. Oka, c'est la marque aujourd'hui qui connaît l'une des croissances les plus fortes à travers le monde. Vous arrivez à rivaliser avec des géants de l'industrie comme Nike, comme Adidas. C'est quoi le secret de cette marque? Comment vous arrivez comme ça à avoir cette croissance assez exponentielle? Alors déjà, je le pondérais parce qu'on est très loin d'être des Nike, Adidas, etc. Oui, on a eu une croissance qui est remarquable et puis qui est quelque chose qui est vraiment assez étonnant. Mais on n'est pas forcément les seuls et puis on reste des tout petits par rapport aux plus gros. Ceci dit, on est dans une dynamique où je pense on s'est construit par le produit d'abord, c'est-à-dire essayer de répondre à un besoin, à des problématiques. Et c'était en l'occurrence nous adresser à la fois une dimension plaisir et une dimension descente de manière un peu particulière. On est né par le trail, mais ce qu'on a mis au point comme concept dès le départ, c'est révélé être complètement adapté et intéressant aussi pour de la marche, pour des activités plus à plat, donc en l'occurrence de la course à pied à plat, pour de l'outdoor. Enfin, tout ça, ça a été des extensions assez logiques et qui ont pu venir. Et dans toute l'histoire de Oka, il y a plein de choses déterminantes, mais par exemple, le rachat par un groupe américain qui se passe au bout de 4 ans, ça a été un accélérateur, c'est indéniable. Tout seul et à notre échelle, c'est illusoire de penser qu'on aurait pu grandir et se développer comme ça pour plein de raisons. Mais c'est un tout. Donc, il faut se garder de dire c'est grâce à cet événement ou ce qui s'est passé à ce moment-là que ça explique toute la suite. C'est la combinaison de plein de choses. Ceci dit, il y a pas mal de choses. Au milieu de tout ça, ce que je trouve très bien, c'est qu'on reste fidèle à l'ADN de départ, à une culture produit forte, au fait que malgré tout ce qu'on peut faire, on veut être dans une dimension très proche des pratiquants, des consommateurs. C'est ce qui nous motive, c'est d'essayer de trouver des solutions. Et puis après, la force et la puissance de frappe de plein d'autres équipes, dont le savoir-faire américain, fait que ça maximise et ça aide le développement. Mais c'est important de se dire qu'on reste quand même bien ancré dans ces territoires des Alpes, de la France, là où on est né. C'est respecté en interne, tout en ayant aussi plein d'atouts qui viennent de la dimension internationale. Alors justement, une marque née à Annecy, comment elle est née cette marque? Alors j'imagine que tu as dû la raconter des centaines et des centaines de fois, mais alors tu vas le faire peut-être une fois de plus pour nos auditeurs. Comment est-ce qu'elle est née justement cette marque avec un design? Alors moi j'ai connu l'arrivée d'Oka parce que je courais, et c'est vrai qu'au début... ça surprenait déjà, les gens étaient un peu taquins, les journalistes, on parlait de chaussures de cosmonautes. Vous êtes arrivé en étant très disruptif sur le marché. C'est quoi l'histoire derrière tout ça? Alors les fondements c'est simplement le fait on peut dire de pratiquer et d'observer.
Le fait d'être mordu, on est à la base, tout le noyau du départ de cette aventure, on a pratiqué le raid aventure ensemble. Et qui dit raid multisport, dit multisport, multi-activité. Et en fait, quand on ouvre les yeux et qu'on observe juste par bon sens ce qui se passe comme évolution dans d'autres disciplines, à ce moment-là, on faisait le constat, on disait, tiens, les raquettes de tennis ont vécu les grands tamis et ont grandi, les skis se sont raccourcis mais ont changé en dimension, les têtes de golf de driver ont aussi changé dans des proportions hallucinantes. À plein d'endroits, les vélos, si on prend un vélo des années 85-90 ou un vélo plus tard, ben à la fois les cadres, les formes, la section de chacun des composants n'avaient rien à voir. Et le constat, c'est que sur la chaussure de running au sens large, on prenait, pour la citer, une histoire très longue, la Pegasus de Nike. Ben en fait, les matériaux changent, le design, l'esthétique, des points de détail, mais la silhouette restait la même. Et on se disait, mais ça n'a pas bougé en 30 ans. Et ça, c'est pour un constat marché. Mais par ailleurs, on se disait, en venant sur le running et sur des problématiques, un des points de départ, c'était la plupart des coureurs, ou en tout cas 50% des personnes ne courent pas parce que c'est quelque chose qui est douloureux et qui n'est pas du tout fun. Parmi ceux qui courent, il y en a une grande partie qui endure des blessures, entre autres dès qu'on fait de l'athlétisme ou de la course à pied un peu intense. Ce n'est pas forcément des blessures graves, mais il y a des blessures chaque année qui tombent dessus. Donc tous ces soucis-là faisaient qu'il y a peut-être une solution à apporter, ou faire évoluer quelque chose pour qu'on essaie de résoudre, d'amener un peu plus de plaisir, de facilité, de gaieté, puis résoudre un certain nombre de ces problèmes. Et donc on s'est nourri de ce qui vient d'autres sports, d'autres univers. Donc vous êtes allé voir un petit peu ailleurs. C'est vrai que l'innovation, ça vient souvent de là. C'est-à-dire on va essayer de voir ce qui se fait ailleurs et on va essayer de l'adapter à son domaine, alors qu'intuitivement, on a tendance à vouloir rester et regarder ce qui se passe sur son marché. Et je peux que le comprendre parce que c'est un peu aussi l'idée qu'on avait eue derrière ce podcast. Alors, l'accueil au début, comment est-ce que ça s'est passé? Parce que quand on casse les codes, tu sais ce qu'on dit souvent, c'est on est moqué, on est ignoré, ensuite on est moqué, ensuite on est combattu et ensuite on a gagné. Je ne sais pas si tu connais cette expression. Comment ça s'est passé justement? Je pense qu'on est bien passé par ces phases. Alors, au début, en gros, si on se donne une image, quand on met au point notre premier concept, on a des convictions, mais on a aussi des doutes qui amènent à une forme d'écoute. Et sur 10 personnes, 10 interlocuteurs qu'on avait devant nous, il y en avait au moins 2 ou 3 qui rejetaient systématiquement en disant « mais vous êtes fous ». Il y en a une majorité, c'est-à-dire 5-6 au milieu, qui disaient, parce qu'ils étaient polis, je pense, « pourquoi pas », mais bon, moi, j'y crois pas quand même. Et il en restait quand même 1 ou 2 qui disaient « waouh, là, il y a quelque chose et moi, je comprends et c'est peut-être un peu bizarre, mais je comprends ». La particularité, ça a été justement de se nourrir de ces 1 ou 2, donc ces 10 ou 20% qui y croient. S'il y avait eu 0%, il ne faut pas s'aveugler dans une innovation, dans une idée qu'on a. Il faut être capable, faut être à l'écoute. Mais ce n'est pas facile de se dire qu'il y a quand même 8 ou 9 personnes devant nous sur les 10 qui n'y croient pas, voire qui rejettent. Sauf qu'on se nourrit des quelques-uns qui vont avancer avec nous. Et cette idée de rester tout le temps à l'écoute et pour ajuster, modifier, mais pas non plus se compromettre, ça a été clé. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'on craignait au moment où on allait porter à connaissance de tout le monde, donc en étant sur Salon et à l'UTMB ici avec des pré-séries en août 2009, on s'est dit, derrière, ça veut dire qu'on se montre, on accepte d'être vu. Et j'espère que dans 6 mois, on ne va pas se retrouver à avoir 3 copies, 3 marques qui vont comprendre le concept et qui vont contre-attaquer avec leurs moyens parce que nous, on est petits. Et la surprise, ça a été que non seulement les autres n'ont pas réagi, n'ont pas contré, n'ont pas copié, mais ça a même duré longtemps. Au point peut-être de pouvoir se remettre des doutes en tête, à se dire au bout de 3 ans, 4 ans, s'il n'y a toujours personne qui est venu là-dessus, en dehors de nous, d'être parfois un peu contre-attaqués, discrédités, qui ne prennent pas le créneau, tu finis par dire... on est peut-être un peu isolé. Mais il y a des endroits où ça a marché fort tout de suite. Aux États-Unis, il y a eu un ou deux interlocuteurs qui y ont cru très fort. En France, on a eu un Ludo Pomeray qui a cru et puis qui a évolué avec dès le début. Alors pour donner l'exemple d'un Ludo Pomeray, ça se traduisait dans des rencontres qu'on avait quelques mois après. Il avait adopté les chaussures. Il y a des spécialistes qui venaient nous voir. Quand je dis spécialistes, ça peut être des médias, des détaillants qui sont acheteurs ou des consommateurs influents. Il venait nous voir en disant « ouais, ok, Ludo, ça lui va bien, mais je suis quasiment sûr que dans 1 an, en gros, il va avoir détruit sa santé parce que cette amortie exagérée comme ça qui
lui donne un super effet à court terme, c'est en train de le détruire. Et puis on était dans la mode aussi du minimalisme. On a Kylian Jornet en 2008 qui arrive avec Born to Run, ce genre de choses. Ouais. Et c'est vrai que c'était très combattu, quoi. Ouais. Vous étiez un peu l'ennemi. Hein. Quand on vit ça, moi, pareil, j'étais pas à me dire, il dit n'importe quoi à propos de Ludo. Et voilà, j'étais à me dire, s'il dit ça, il y a quand même une raison, il faut savoir l'entendre un petit peu. Donc, observer, surveiller. Mais ça n'empêche pas qu'on a persévéré et avancé. Et puis, dans l'histoire, les années qui ont suivi, il y a un moment assez marquant côté route, c'est quand Nike vient avec une Vaporfly, l'idée d'aller chasser les 2 heures au marathon. Elle est sortie sur les réseaux sociaux pour le marathon, tous les Kenyans, Éthiopiens, etc. couraient avec des chaussures très fines. Et d'un coup, Nike vient avec une chaussure où la plupart ont réagi, pour ceux qui connaissaient, en disant Nike se met à faire une Oui, c'est ça, c'est ça. La rumeur dit, je ne sais pas si elle est vraie, c'est ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils ont débauché un ingénieur de chez vous. Est-ce que c'est vrai ou pas ? C'est pas un ingénieur, mais ils ont débauché ou pas chez vous ? Parce que c'est ce qu'on dit. J'ai jamais su le fin mot de l'histoire que voilà, effectivement, pour développer cette 4%, c'était une occasion puisque ils sont allés chercher les gens qui travaillaient là-bas. C'est vrai ou c'est une légende ? Il faut être humble dessus, c'est-à-dire qu'il y a des circonstances. Ça a été vrai. C'est une personne qui était en responsable marketing, qui a été débauché, qui est parti chez Nike fin 2015 et début 2017, ils arrivent avec ce programme. Mais on avait des idées, des fois des délires, mais qui sont source d'histoire. On en avait pas mal sur plein de domaines. Donc oui, ils ont mis en application un truc qu'on avait discuté, mais sûrement que ça avait été discuté de la même manière, chasser les 2 heures au marathon, dans plein d'autres marques, dans plein d'autres discussions de couloir. Donc faut pas, c'est pas juste c'est même avoir un ego peut-être un peu fort que d'imaginer dire c'est nous qui avions l'idée et puis ils l'ont fait. Ceci dit, ça converge ensemble. Et quand Nike le fait, on se dit sans doute qu'on a contribué. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la première réaction face à Nike, c'est de se dire s'ils font ça, on est mort. C'est le plus gros et ils vont nous écraser. Et juste derrière, tu réfléchis 10 secondes et tu dis mais non, si Nike le cautionne alors que c'est la marque la plus emblématique ou la plus référente, c'est notre chance. Ça valide et c'est notre chance à condition de continuer, d'avancer avec ce qu'on faisait. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, de toute façon, pas toi que je vais apprendre ça, mais on ne vole jamais les idées. On reste des nains. Tout a été fait, donc on reste des nains assis sur des épaules de géants. Et puis, une idée, elle n'est jamais volée. Elle est mieux réalisée ou elle est moins bien réalisée. Mais voilà, c'est souvent, c'est ça le juge de paix, finalement. C'est le succès. Voilà. Alors, vous continuez d'innover puisque vous lancez la Tecton X3 avec Oka. Je ne sais pas d'ailleurs si Vincent a travaillé parce qu'il est aussi dans ton équipe. Donc toi, tu as l'innovation, je crois. Voilà, et il a collaboré, Vincent, justement, à le développement de cette Tecton X3. Est-ce qu'il a couru avec ? Ouais, tout à fait. En fait, on a un modèle course qu'on appelle la Tectonix 2.5, qui est, c'est pas mal moi qui suis en charge de ce programme, mais c'est de la relation, c'est du service course, c'est de la relation avec les athlètes étroits. Donc avec Jim, on travaille depuis plus de 2 ans et demi là-dessus. Elle a évolué pas à pas jusqu'à une chaussure avec laquelle il gagne l'année dernière, mais qui était encore avec des itérations cette année. Et en parallèle, de manière logique, on s'est dit faut qu'on la rende accessible pour le grand public, pour vous tous, pour des achats. Et sauf que, entre autres, la chaussure de Jim était, sur certains critères, pas satisfaisante à faire intégralement comme ça, à proposer dans le commerce. Parce que peut-être pas assez durable, tellement c'est exclusif. Elle est aussi, celle de Jim est ultra rebondissante. Et finalement, il y a beaucoup de gens pour lesquels c'est pas génial d'évoluer avec ça. Et la première manière de se rendre compte de ça, ça a été de la confier aussi à d'autres de nos athlètes. Donc on a beaucoup de nos athlètes qui ont couru avec une 2.5, mais moi j'ai mis en œuvre plusieurs versions et ils sont quasiment aucun à adopter la même version que Jim. Vincent avait des chaussures comme ça, mais c'est pas la même version que Jim, c'est une version C ou D ou E. Il y en a beaucoup. Et en gros, ça reste quand même autour de l'esprit de sa chaussure version racing. Et la Tectonix 3, c'est celle qui est déclinée de ça, mais qui est en gros beaucoup plus facile à apprivoiser, qui est un peu plus durable, qui est plus sympa en esthétique, qui a en gros plein de plus associés et sans avoir forcément de moins à côté. Alors, moi, il y a 3 ans, comme je viens un peu de la route, je vois un peu ce qui se fait, j'ai découvert ce monde du trail, voilà, et j'ai vu l'effet qu'a eu cette technologie sur la course sur route. Et quand j'en parlais avec mes copains trailers, ils me disaient, Guillaume, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Franchement, ça n'a pas d'intérêt. La vitesse sur trail, ça ne sert à rien. Voilà. Et puis, voilà, c'est un non-sujet. Force est de constater que là, les prototypes, alors que ce soit chez Oka, mais aussi chez les autres marques, les athlètes ont pu les essayer. Effectivement, c'est un petit peu moins stable, mais par contre, les retours sont extrêmement positifs. Et maintenant, la vie, il a complètement changé. Vous, comment vous avez mesuré ? Est-ce que concrètement, on est sur les mêmes gains de performance que ce qu'on peut avoir sur route? C'est quoi votre position par rapport à ça? J'imagine quand même que ça diffère, surtout sur... Alors, peut-être un peu moins sur le format ultra, mais sur les formats un peu plus courts.
comme on peut avoir sur le Golden Trail Series. Est-ce que c'est des choses qui vont changer un peu la donne, comme on a pu voir sur marathon, à ton avis, avec l'expérience que tu as? Oui, absolument. Alors, un truc que je souhaite préciser, qui est vrai en marathon, qui est vrai partout, c'est que dans ces chaussures à plaques, donc plaque carbone en l'occurrence, le premier pas en avant très intéressant, c'est que en fait, on redissocie les fonctions de tenue de structure de la fonction de déroulé, d'amorti et de déformation. Avant, sur des chaussures sans plaque, on se retrouve dans le même matériau qui est une mousse, même si elle est en plusieurs composants, lui demander à la fois de se déformer, d'être souple, d'encaisser ça, et en même temps d'être une structure qui tient la route. En mettant des plaques, on amène la dimension squelette à l'image d'un corps humain, la dimension squelette dans la plaque pour la structure, et les mousses, on se permet de mettre des choses beaucoup plus molles, plus tendres et plus rebondissantes, puisqu'on n'a plus besoin que les mousses encaissent aussi l'effet structurel. Elles encaissent juste le côté dynamique, déroulé et qui bouge. Et en faisant ça pour la route, le bénéfice, la quête, elle est tout aussi importante en trail. C'est juste qu'il faut qu'on règle les produits. Donc pourquoi? Alors, le fait est que techniquement, pour des raisons technologiques, de process et de ça, ça fait les chaussures chères. Mais à côté de ça, on ne reviendra pas en arrière en termes d'intérêt, de bénéfice et de perf, parce que les mousses qu'on utilise associées à ces plaques carbone, c'est des mousses, si on les met sans plaque toutes seules, elles ne tiennent pas la route. La chaussure, elle ne tient plus. En ayant cette compréhension-là, ce n'est pas les plaques qui font la magie, c'est bien l'association des deux. Les mousses sont tout autant magiques. C'est des mousses PEBA dont on parle beaucoup, donc qui sont obtenues avec un procédé particulier. Mais le résultat, c'est qu'on est seulement en train de commencer à les mettre en trail. Après, nous, comme on l'a interprété sur les Tectonix, ça a été, au lieu d'avoir une plaque, c'est d'avoir deux plaques parallèles dans l'idée de ça propulse, ça dynamise bien vers l'avant, mais il y a aussi une dimension de déformation, de souplesse, un peu comme un catamaran, qui entre en jeu, au lieu que ce soit un monobloc. Et ça, la notion de déformation, d'adaptation, elle est intéressante dans le tout-terrain. Et c'est une manière de l'exécuter, et il y en aura d'autres à venir. C'est un champ d'innovation qui est ouvert, qui est super intéressant, et c'est loin de s'arrêter. Bon, merci infiniment d'être disponible. Je ne vais pas te retenir plus longtemps puisque je sais que tu as la cérémonie protocolaire. Il y a quand même, on va quand même faire des petites photos de Vincent avec le trophée et tout, donc je ne te retiens pas plus longtemps. Merci infiniment à toutes celles et ceux d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve dès la semaine prochaine pour les premiers épisodes du podcast Dans la tête d'un coureur saison 7. J'en profite aussi pour remercier toutes les équipes de Sunday Night Production qui ont fait un travail exceptionnel pendant ce suivi de l'ETMB pour préparer la saison, pour vous régaler de contenu à la rentrée. Merci à tous et puis je pense qu'on peut